Alors, on avait prévu d'enchaîner avec une première séance qui allait être riche en apprentissage sur des sujets un peu politiques. L'objectif de notre atelier, c'est d'être pas du tout dans cette optique-là. Donc, on représente tous ici le groupe de travail tarification et changement climatique. Donc, avec Anaïs, Alexandra et Souhail, aujourd'hui, on va vous restituer un peu les derniers travaux sur les 9 derniers mois du groupe de travail qui se réunit tous les mois. Tout d'abord, on a lancé un questionnaire sur les risques secondaires. Les risques secondaires étaient un peu notre focus depuis le début de l'année. On marche par cycle, donc normalement, on va essayer de clore le cycle risque secondaire et partir sur un autre cycle. Et donc, on a un petit sondage à la fin de cet atelier pour vous demander de nous aider, de nous donner vos idées sur l'enchaînement que le groupe de travail pourrait prendre en termes de thématiques. Donc on va vous restituer les résultats du questionnaire sur les risques secondaires qui a été envoyé il y a quelques semaines. Vous représentez le contexte des risques secondaires qui, dans la plupart des grands rapports de réassurance ou de place, indiquent que les risques secondaires représentent une grande partie des pertes économiques et assurantielles au niveau mondial. On prend l'exemple des Severe Convective Storm aux États-Unis qui représentent quasiment une bonne partie des pertes. Et Sohail va vous présenter les grands chiffres. Un état des lieux sur les données. L'idée, c'est un peu de centraliser une toolbox. Alors, je sais qu'il y a je pense que le public est averti, donc il y a pas mal de gens qui pratiquent l'open data ici. J'ai vu quelques dates, donc je pense que la plupart des gens connaîtront les bases de données, mais on a essayé de les synthétiser et de proposer dans cet atelier une synthèse des données disponibles en open data. Un exemple sur un risque secondaire qui, en termes de matérialité, à part en 2022, mais au niveau mondial, vous allez voir, c'est pas le plus impactant. Mais en tout cas, il y a un mouvement vers plus de modélisation pour ce risque qui est connu comme étant difficile à modéliser. Et l'EIOPA a fait il neige, donc moi je vais parler de wildfire alors qu'il neige dehors, c'est parfait. c'est pas du tout le contexte, mais bon voilà. L'EIOPA a fait une conférence sur le risque wildfire il y a quelques semaines, et donc ça montre que certains pays se mobilisent pour ce risque. Et enfin, parce que donc on est un groupe de travail sur le climat, on voulait un peu montrer l'émulation sur les mémoires. On a voulu réunir un peu l'état de l'art qui est disponible en public sur les mémoires qui portent sur le risque climatique dans son ensemble. Donc je laisse la place à Sohail pour les résultats du questionnaire. Merci Joseph. Alors au sein du sous-groupe de travail changement climatique tarification, nous avons élaboré un questionnaire qui a été envoyé aux membres de l'Institut des actuaires. Alors ici, on va vous présenter les réponses les plus intéressantes du questionnaire. D'abord, sur quels sont les freins à l'évaluation correcte du risque lié au péril secondaire. On voit que la majorité des répondants a choisi la qualité de données comme frein principal. Sur le changement de profil du risque en lien avec les risques secondaires, deux réponses qui ressortent. Premièrement, un changement de tarification, donc avec l'augmentation de la sinistralité, cela entraîne des primes plus importantes et une concentration des risques avec des zones géographiques où les risques sont concentrés, où les sinistres sont de plus en plus fréquents. Et finalement, la conséquence, en cas de statu quo, sur le partage des risques, une majorité relative des répondants a choisi l'inassurabilité. Alors, quelles sont les solutions potentielles afin de répondre à ce défi? Lors de l'atelier précédent, Thierry Legrenet a proposé des solutions. Donc, on ne va pas, dans cet atelier, rentrer dans le détail. Mais effectivement, les travaux sont en cours et on attendra les prochains rapports pour en savoir plus. Je vais laisser Anaïs parler maintenant du retour du marché sur les périls secondaires.
Donc, suite au questionnaire, on a pu voir 3 défis qui se dessinaient. Le premier est lié à la modélisation. En effet, la modélisation des périls secondaires est complexe et pose également la question de la fiabilité, comment prendre en compte la prévention dans ces modélisations. On a également une incertitude sur l'évolution des marchés et la réglementation, comment va se partager le risque entre les différents acteurs demain, entre les assureurs, les réassureurs, les assurés. Et on peut voir qu'aujourd'hui, déjà des travaux sont en cours, l'analyse des tendances passées, la création de scénarios d'aggravation ou encore la reconstruction de zones, par exemple. Le second défi qui apparaît, c'est celui lié aux données externes. Donc, différents axes sur cet aspect. Tout d'abord, l'aspect de l'accessibilité des données. En effet, parfois les données sont accessibles en open source, parfois elles sont payantes. Donc il y a toutes des questions qui gravitent autour de ce sujet-là. Également la fréquence de mise à jour, est-ce qu'elle convient à la modélisation qu'on crée? Et enfin, une question de volumétrie sur les données. En effet, les données climatiques sont volumineuses et donc le stockage des données peut être un sujet. Il faut un stockage suffisant et également des capacités machines assez importantes pour pouvoir avoir des temps de traitement qui sont relativement courts. Le dernier sujet concerne les produits, la création de produits adaptés aux périls secondaires. Aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités qui se dégagent clairement. Donc maintenant, je vais repasser la main à Swal pour l'état de l'art sur les périls secondaires. Alors, d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'un péril secondaire. Alors, on peut définir ces périls comme des catastrophes naturelles qui se produisent relativement fréquemment et qui génèrent des pertes faibles à moyennes. Ce qui va être difficile dans cette définition, c'est que selon les zones géographiques, certains périls vont être considérés comme primaires et d'autres comme secondaires. Ce sont des risques qui reçoivent moins d'attention de la part des assureurs et ce qui va entraîner une modélisation moins précise, une qualité de données plus faible sur ces périls. Alors on peut citer les feux de forêt, tempêtes hivernales, les grêles, les tornades, donc principalement les tempêtes convectives, notamment aux États-Unis, et dans certaines zones géographiques, les inondations. Alors, en Amérique du Nord, on va considérer que les ouragans sont des périls primaires et que les inondations qui en découlent sont des périls secondaires. C'est une autre définition des périls secondaires. Ce sont des périls qui viennent à la suite d'un autre péril plus important. Alors quand on regarde les pertes assurantielles à la fin du troisième trimestre 2024, on est sur un total de 102 milliards. Et sur ces 102 milliards, 59 milliards sont dus à des tempêtes convectives, qui sont considérées comme des périls secondaires, puis 21 milliards sur les cyclones, les ouragans, donc eux par contre sont considérés comme du péril primaire, et ensuite les inondations, qui selon les zones géographiques peuvent être considérées comme des périls secondaires. Alors, lorsqu'on zoome et quand on regarde en fonction des différentes zones géographiques, on voit que les États-Unis représentent la très grande majorité des pertes assurantielles, et cela est dû principalement aux tempêtes convectives. Lorsqu'on regarde le nombre d'événements qui ont moins coûté $1 milliard de pertes assurantielles, dans le top 5, alors d'abord on a l'ouragan Hélène qui a causé 12 milliards de pertes, mais ensuite les deuxième, troisième et quatrième événements les plus coûteux ont été des tempêtes convectives qui ont coûté chacun entre 4 et 5 milliards de dollars de pertes assurantielles. Et on voit, alors on se regarde notamment sur donc le Rest of North America, donc ça va être le Canada. On voit que cette année a été très coûteuse au Canada, donc ça va être la slide suivante. Le Canada est un exemple très frappant de ces périls secondaires. C'est-à-dire que sur un été, entre juillet et août,
il y a eu 7,6 milliards de dollars canadiens de pertes liées à ces périls secondaires. Donc d'abord le 15 juillet avec des inondations à Toronto pour 900 millions de dollars canadiens, puis des feux de forêt en Alberta qui ont dû à un climat sec, venteux et des températures très élevées. Puis un orage de grêle pour 2,8 milliards de dollars canadiens et le 10 août, des inondations au Québec qui sont liées aux vestiges de l'ouragan Debby qui a frappé d'abord les États-Unis, puis qui, en remontant vers le nord, a perdu en intensité, mais a causé des inondations extrêmement coûteuses au Québec. Et donc on voit en fait que ces périodes secondaires ont fait que l'année 2024 au Canada est l'année la plus coûteuse en termes de pertes liées aux catastrophes naturelles. Alors cela du coup, amène à avoir des indicateurs pour suivre ces périls. Et je vais laisser Anaïs prendre la suite. Donc, parmi les indicateurs, ils nous permettent d'étudier les tendances passées, mais également de créer les modèles et de les améliorer. Donc on retrouve 3 familles d'indicateurs. La première, c'est les indicateurs climatiques. Donc chaque péril a des indicateurs qu'il faut suivre pour pouvoir suivre ces périls. Donc par exemple pour le feu de forêt, on retrouve par exemple le vent, la température, l'humidité. Et chacun de ces indicateurs sont soit présents dans des bases de données qui sont en open source ou payantes, ou au niveau français, au niveau européen ou encore international. Chaque indicateur est fourni à une maille géographique spécifique. C'est à prendre en compte aussi dans la modélisation. En bas du slide, on peut voir des bases de données qui sont différentes. Elles donnent des données qui sont fournies en temps réel. Ces données sont utiles pour 2 choses. La première, pour la prévention. Par exemple, l'envoi de SMS pour avertir les assurés d'un événement climatique, par exemple. Ou, par exemple, de benchmarker les modèles à horizon plus court terme. Dans la deuxième famille des indicateurs ou des données, on retrouve les caractéristiques des biens assurés. Donc là, c'est plutôt des données qui sont présentes dans les bases des assureurs, donc ça c'est propre à chaque assurance. Et on peut retrouver par exemple les matériaux de construction, les types de culture, le nombre d'étages. Toutes ces données vont également améliorer les modèles. Enfin, on retrouve les indicateurs extérieurs, donc tout ce qui est lié à l'urbanisation, à la végétalisation, à la démographie. Toutes ces informations-là vont également enrichir les informations sur la modélisation et les périls. Ces informations-là peuvent être présentes dans la BDD Topo, par exemple. Et si vous souhaitez d'autres informations sur les données, il y a un complément en annexe de cette présentation si vous voulez avoir plus d'infos sur les données et les sources de données également. Alors, on voulait mettre en application l'utilisation de données complémentaires open source. Et donc, dans le groupe de travail, on avait déjà fait la grêle il y a quelques mois, donc on voulait se pencher sur le risque d'incendie de forêt et de végétation, donc on va appeler wildfire parce que ça se dit plus rapidement. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, l'EIOPA a fait un focus sur un outil qui est mis en place par plusieurs programmes européens, donc je vais aller dans le détail, et qui permet de traiter le sujet avec des informations assez intéressantes. Alors, l'EIOPA traite le risque wildfire comme un péril lié au climat. Néanmoins, et il y a toujours débat, c'est d'ailleurs dans le groupe de travail on a eu ce débat, le risque de wildfire est à 96% causé par l'action humaine. Donc là, déjà au niveau modélisation, il y a une difficulté qui se pose. Et je viens compléter la définition des risques secondaires qu'a introduit Sohail. Donc en effet, c'est les risques avec haute fréquence et relative sévérité. C'est aussi les périls qui viennent en conséquence d'un autre péril. Il y a une troisième définition qui est disponible qui est émise dans le secteur, c'est les périls qui ne sont pas bien modélisés.
Donc ça, c'est intéressant. C'est ceux pour lesquels il y a un manque de données ou les modèles ne sont pas adaptés. Et donc, dans certains pays, les modèles sont en train d'accélérer. Notamment, on l'a cité, et ça fait un peu écho à ce qu'on disait dans le premier atelier, notamment M. Langrenet, sur suite à des sinistres dans un environnement très libéral. Il y a eu un investissement sur le développement des modèles. Et donc, on voit aux États-Unis, suite à Comfire en 2018, qui représentait 16,5 milliards de pertes économiques, quand même, pour 12 milliards de pertes assurantielles. Il y a quand même un protection gap, mais quand même c'est des chiffres très gros. Et puis, il y a eu un Maui Fire aussi l'année dernière, qui a quand même représenté 3,2 milliards de pertes économiques et 2,3 milliards de pertes assurantielles. Donc on est sur des chiffres très gros pour des événements qui sont quasiment des événements qui sont liés à des périls secondaires. Donc voilà, donc juste pour remettre le contexte du risque wildfire qui, en tout cas au niveau global, et au niveau de l'EIOPA commence à être un point d'attention. En termes de la plateforme, concernant la plateforme EFIS qui a été présentée, donc elle a été instigée par plusieurs programmes, donc le programme Copernicus qui est très connu par les personnes qui manipulent les données climatiques, et parce qu'il y a pas mal de données en open data qui sont disponibles. En combinaison du GRC, le Joint Research Center, et aussi la DGENV. En termes d'objectifs, ça ne va pas plaire aux personnes qui ont communiqué dans le premier atelier, donc l'harmonisation, un peu plus de transparence, le renforcement de l'utilisation des données satellitaires et géospatiales. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur la plateforme EFIS, on peut perdre beaucoup de temps à aller dessus parce que c'est très intéressant et c'est assez efficace. Et je vais venir dans les détails un peu, dans les slides suivantes. Il y avait aussi une question de fiabilisation des données, et ça fait aussi écho à ce que montrait Sohail sur le questionnaire. Ce type de plateforme permet cette fiabilisation. La plateforme couvre 43 pays. Il y a aussi un rapport annuel qui est produit par EFIS, qui est très intéressant. Et donc le rapport, on mettrait trop de temps à le couvrir, mais le rapport 2022 est disponible. Et il y a une dizaine de pages sur la France, suite aux événements de 2022, sur les différents incendies et feux de forêt qui ont eu lieu en France, notamment dans le sud-ouest. Donc on peut passer à la slide suivante. On voulait reposer dans le groupe de travail le risque de feu de forêt pour montrer la complexité de modélisation et les différentes sources entre l'aléa et la vulnérabilité. Au niveau de l'aléa, donc il y a deux facteurs clés. Donc tout d'abord la probabilité d'allumage ou ignition, et ensuite la vitesse de propagation, qui sont des facteurs qui eux-mêmes sont influés par des variables. Et en termes de difficulté, on a sur la partie ignition ou allumage, soit une cause humaine, soit une cause naturelle. Donc là, il y a potentiellement une difficulté de modélisation, notamment sur la cause humaine. Avec une autre difficulté, c'est donc la capacité de bien identifier les expositions dans les WUI, ou Wildland Urban Interface, qui sont les zones les plus exposées en termes de pertes, parce que ce sont ces zones qui sont à la lisière, on va dire, entre la partie plutôt sauvage, où là c'est pas des pertes, c'est pas forcément des pertes économiques, c'est plus des pertes écologiques, avec des incendies qui touchent des zones naturelles, et des habitations, du bâti dans cette limite. Ensuite, il y a la partie propagation et intensité, qui est aussi plutôt difficile à modéliser, notamment au niveau de la partie combustible. Voilà. Et ensuite, au niveau de la vulnérabilité, trois facteurs. Donc, la partie action humaine qui est clé, comme je l'ai indiqué, et aussi la notion de valeur écologique et socio-économique. Dans la slide suivante, EFIS a aussi montré que le travail n'est pas encore complet. En bleu, ici, on montre les zones où, en tout cas dans la plateforme EFIS, il y a encore soit des inconnus, soit des données qui sont proxy. Notamment sur la partie combustible lié aux vivants. Donc là, on voit qu'il se base sur une étude de 2013. Donc on est plutôt sur des données qui sont à mettre à jour.
Sur l'allumage naturel, donc on est plutôt en général sur des événements causés par des éclairs. Et là, à date, dans EFIS, il n'y a pas d'informations sur cette partie. Ensuite, sur la topographie, les données d'élévation dans EFIS sont aussi approximées. Donc là, ils n'ont pas forcément eu accès à une donnée précise. Et sur la partie infrastructure et bâti, et c'est là où on voit que on a le même problème dans le groupe de travail, c'est-à-dire on arrive bien à récupérer les données d'aléas, mais à partir du moment où il faut aller plutôt chercher des données qui nous permettent d'appréhender la sévérité, on a plus de mal parce que ce sont des données qui ne sont pas forcément open source. Donc là, c'est pour ça qu'on est sur une zone en bleu. Ensuite, en slide suivante, juste sur la partie Wildland Urban Interface, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que je pense qu'on est très en retard. Ici, il y avait EFIS a modélisé, donc selon la source, c'est un article, la fréquence d'impact sur les WUI, sur les expositions en WUI. Et donc on voit aussi ici qu'il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est aussi pour en tout cas mettre en modèle ces difficultés de modélisation avec des incertitudes multiples. C'est bien sur l'évolution du feu, c'est-à-dire la trajectoire peut être très volatile. Il peut y avoir un aspect multirisque important. Et la prise en compte des mesures d'atténuation, on l'a vu en 2022 que une partie de l'accélération des combustibles, notamment dans le sud-ouest, était causée par des problématiques d'élagage insuffisants. Donc ça, c'est un exemple, ils en parlent dans le rapport EFIS en tout cas, c'est un exemple qui est assez criant sur comment le risque wildfire peut impacter les WUI. Elle est très chargée cette slide, donc de toute façon on va vous mettre à disposition le support, hein, mais ici c'était un peu pour décrire ce qu'il y a vraiment quand on soulève le capot dans EFIS et les différents viewers qui sont disponibles. EFIS propose une base de données, donc ça c'est très intéressant pour les personnes qui veulent manipuler les données pour compléter une tarification ou une évaluation des risques ou juste benchmarker un modèle wildfire. Des données sur l'occupation des sols qui ne sont pas forcément des données qui sont qui sont disponibles en open source. Donc là, il y a une mise à disposition. C'est notamment une donnée qui s'appelle Corinne, le Corinne Land Cover, qui est connu aussi par les personnes qui traitent les données open source. Des estimations notamment sur les pertes sur les zones naturelles. Encore une fois, les estimations sur la partie bâti infrastructure est un peu plus difficile à évaluer à partir des sources de données. Et ensuite, des informations en termes de cartographie, les multiples cartographies qui sont disponibles, mais c'est sur des données satellitaires, c'est toujours très intéressant. Ça peut avoir plusieurs utilités. Ça va donc de complémenter des données de modèle, aussi bien sur la tarification et l'évaluation des risques. Et il faut savoir que la plateforme EFIS est aussi utilisée par les pompiers au niveau européen. Ça, c'est dans le rapport, qui utilisent la plateforme pour anticiper des prédictions de trajectoire qui fournissent en fait 9 jours d'anticipation, 9 jours de prédiction de trajectoire. C'est toujours intéressant aussi, je pense, pour des assureurs d'avoir accès à cette information s'ils n'ont pas déjà de modèle disponible. Voilà. Ensuite, en termes d'estimation, et là ça nous intéressait beaucoup au niveau du groupe de travail. En fait, toute l'idée autour des risques secondaires, c'est pas forcément de voir des pics et de se dire, il y a une période de retour de 5-10 ans. Ça, c'est plutôt la vision sévérité. Mais autour des risques secondaires, c'est l'idée d'un trend. Est-ce qu'on commence à avoir une tendance qui apparaît à gauche, à partir d'EFIS et en mélangeant des données satellitaires différentes entre des satellites de la NASA et de l'ESA, on commence, au niveau européen en tout cas, on peut voir un trend à partir de 2016, une certaine croissance. Mais en fait, quand on joue avec les données satellitaires, c'est pas toujours le cas. Donc là, en fait, c'est pour montrer que l'information n'est pas toujours, on converge pas toujours vers les mêmes conclusions, mais en faisant un blend des satellites, on peut voir apparaître ce trend. Et là, c'est une extraction de EFIS à droite. On voit que, en tout cas, en France, on a le pic de 2022. On a une saison des feux de forêt qui est terminée a priori en France, donc on revient sur un régime. Heureusement, on n'est pas sur le régime de 2022, mais on voit quand même que depuis 2016, donc ici les indicateurs, c'est le nombre d'hectares brûlés et le nombre de feux de forêt.
on voit quand même qu'on dépasse, en tout cas depuis 2016, les 10 000 hectares de destruction de zones naturelles, donc on continue. Donc c'est pas un trend évident, mais en tout cas on commence à voir au niveau des saisons des feux de forêt une extension, et ça porte en tout cas... ça montre qu'il faut prendre en compte ce risque qui n'est pas actuellement, parce que 2022 c'était il y a 2 ans et on sait qu'on est plutôt sur un horizon de temps un peu plus court, mais il faut toujours avoir en tête que le risque de feu de forêt peut être impactant, notamment en France où on a des zones avec des climats qui sont exposés. Et je laisse passer à Alexandra. Donc je vais essayer d'être concise vu le temps qui nous reste. Ce qu'on voulait vraiment évoquer ici, c'est que l'EIOPA met de plus en plus l'accent sur la gestion des risques, et notamment le risque feu de forêt ici qu'on a voulu vous montrer. Et il faut bien avoir en tête que la modélisation de ces risques, ça pose de nombreux défis, notamment liés à la nature complexe de ce type de risque, et aussi d'autres risques climatiques. Et qu'en général, quand on cherche à modéliser les risques climatiques, il y a 3 grandes orientations qui se dessinent pour un actuaire, donc 3 principaux modèles. Des modèles dits statistiques, donc qui sont très simples, parce qu'ils reposent vraiment sur l'analyse des données historiques. Et comme il vous a été rappelé dans le précédent atelier, il faut faire très attention à ce type de modèle, parce que la plupart du temps, vous n'aurez pas l'historique avec de tels événements, parce qu'ils sont de plus en plus intenses avec le changement climatique. Et ils reposent sur des hypothèses très fortes, et qui ne sont pas toujours vérifiées, notamment avec un risque tel que le feu de forêt. Même s'ils sont simples à comprendre, à interpréter, il faut faire attention. Et en général, on se repose plutôt sur des modèles qui sont plus sophistiqués, notamment les modèles probabilistes. Et on a souhaité vous en parler aujourd'hui particulièrement, parce que c'est notamment aussi ceux qui ont été évoqués dans les derniers retours de l'EIOPA. En slide suivante, je vous montrerai après un article en particulier. Mais... Je vous montrerai un article en particulier. Et ce qu'il faut vraiment retenir des modèles probabilistes, c'est qu'ils tiennent compte de distributions de probabilités qui permettent de mieux prendre en compte les incertitudes, et qu'ils sont particulièrement efficaces pour estimer la fréquence et la gravité des événements rares. Et par contre, bien sûr, ils ont certaines limites. Donc, les hypothèses, encore à nouveau, parce que ça dépend des distributions de probabilité qu'on va choisir. Et surtout, qu'ils nécessitent beaucoup de données. Donc, d'où le principal challenge pour tous les actuaires quand on cherche à modéliser les risques, donc la qualité des données. Donc déjà, avoir suffisamment de données. Et une fois qu'on a ces données, bien sûr, les vérifier. Anaïs a pu vous présenter tout à l'heure quelques types de données. On se rend compte que les plus qualitatives sont souvent les plus chères. Donc ça nécessite généralement des investissements, notamment sur des bases. Il y a pas mal de bases américaines. Et après, le dernier type de modèle, et on en parle de plus en plus, c'est les modèles qui intègrent l'IA, donc l'intelligence artificielle, et notamment le machine learning. Il y a des ateliers très intéressants qui se déroulent en ce moment, pas forcément sur le changement climatique, mais vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc qui permet d'être beaucoup plus adaptatif, parce que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'avoir une linéarité des données. Donc on peut utiliser des modèles qui sont plus sophistiqués. Donc il y a beaucoup de mémoires d'actuariat qui utilisent par exemple les gradients boosting. Donc on le retrouve très souvent. Donc ici, je vais être assez rapide sur ce slide. C'est ce que j'évoquais quand on disait qu'il y a un article très récent. Donc là, vous pouvez voir, c'est le 15 novembre. Donc c'était il y a quelques jours. L'EIOPA a sorti le document que vous pouvez voir sur justement les mesures d'adaptation face au risque de feu de forêt, en s'appuyant cette fois-ci sur des modèles probabilistes. Donc c'est pour ça aussi que je les avais évoqués avant. Et ce qu'il faut vraiment retenir de cet article, c'est que
tout le monde a un rôle à jouer donc, pour améliorer ces modèles. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans l'atelier précédent. Et grâce à des bonnes mesures d'adaptation, on est en mesure justement de réduire certains risques. Donc si on prend l'exemple du feu de forêt dans cet article, c'est évoqué qu'on peut réduire de 40 à 70% ce risque grâce aux matériaux utilisés. Donc, notamment pour les maisons, donc, si on parle de la toiture, en fonction du type de toiture qui est utilisée ou même encore du type de peinture, on peut justement éviter des propagations et surtout se dire que même si on a un maillage qui est assez fin, dans une même zone, deux maisons, en fonction des matériaux qui seront choisis, il n'y aura pas le même impact. Et ce qui peut être intéressant donc, à prendre en compte dans les modèles et surtout dans la tarification pour les assureurs. Et pour finir, donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'état de l'art des mémoires, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de mémoires qui traitent du risque climatique. Donc ici, on a voulu vous présenter les 3 principaux scopes en termes de mémoire sur le risque climatique, sur des publications qui sont non confidentielles, parce que bien sûr, il y a d'autres mémoires, mais qui sont cette fois-ci confidentielles. Donc ça, pour le moment, ça ne sert à rien d'aller les consulter. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, vous pouvez retrouver des mémoires très intéressantes donc, sur l'ORSA. On a notamment cité le mémoire d'Inès Bouchouchi qui a été récompensé par 2 prix. Donc, le prix Covea, le prix de la Caisse des dépôts, donc, qui soutient donc, la qualité de son travail en présentant donc, les limites de l'assurabilité, notamment des solutions possibles. Il y a aussi eu des mémoires donc, sur la réalisation des ORSA climatiques. Et après, 2 grandes catégories à nouveau de mémoire sur le risque climatique. D'une part, pour les risques physiques. Donc là, la littérature est très importante. On vous a simplement mis les mémoires de cette année et de l'année dernière, parce que sinon, la liste serait beaucoup trop exhaustive. Mais vous pouvez notamment retrouver donc, un mémoire sur le provisionnement agricole de Marie Ganon, encore un mémoire sur l'intégration dans la modélisation de la mortalité à partir de données complètement open source. Donc là, on voit de plus en plus que les mémoires d'actuariat qui sont présentées utilisent bien sûr des techniques de modélisation, mais surtout des données qui sont open source, donc qui peuvent vous inspirer, notamment aussi, pour en citer un autre, la modélisation du risque ouragan par Nixon, Hensman, Stalin. Et là, son mémoire est fait aussi totalement avec des données open source. Et c'est des mémoires d'une très grande qualité. On en retrouve notamment certains là qui sont cités, qui sont nommés pour le mémoire de l'ENSAI qui a bientôt lieu. Donc j'en profite pour présenter cela. Et pour finir, on voulait vous parler un peu du risque de transition avec aussi des mémoires donc, sur l'intégration des critères ESG ou encore la modélisation des actions en risque neutre. Les stress tests climatiques, bien sûr, qui ont été fortement d'actualité. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller les consulter. Ils sont vraiment très intéressants. Il y a beaucoup de sources de données qui sont exploitées. Et surtout, la méthodologie, parce qu'ici, compte tenu du temps, on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, on a la chance à l'Institut des actuaires d'avoir toutes ces ressources. Donc pour conclure, on vous propose un petit sondage sur les thématiques qui, selon vous, seraient intéressantes de développer sur le changement climatique. Et sinon, n'hésitez pas à rejoindre notre GT. Donc pour vous connecter, vous avez simplement à aller sur menti.com et le numéro est présent à l'écran. On avait hésité à vous mettre le QR code, mais la dernière fois, certains étaient trop loin. Donc cette fois-ci, on s'est dit on va faire simple. On va juste vous mettre le numéro à renseigner. J'ai peur que ça coupe ça. Si je coupe l'HDMI. Oui, on peut prendre les questions. On peut prendre les questions en attendant, si certains en ont.
Pour préciser, donc ici c'est les idées de mémoire, mais c'est aussi les thématiques qu'on peut prendre au niveau du GT. C'est pas une surprise, on voit que la grêle, en tout cas on a pas mal de réponses sur la grêle. Il y a aussi l'ORSA, qui est on va dire un sujet de... Enfin, l'ORSA climatique est un sujet qui se développe de plus en plus. On a aussi la modélisation des sévères convective storms, donc ça rejoint la grêle aussi, et l'étude de la vulnérabilité. Ce qu'on peut voir en fait dans les différents échanges des experts qui participent au groupe de travail, c'est en effet la grêle a été un point d'attention. C'est pour ça qu'on en avait parlé au Congrès des actuaires, suite aux événements de 2022, je crois au total on était sur du 6,4 milliards de pertes. Donc en effet, c'est souvent le cas sur les différents modèles pour les risques secondaires qui n'étaient pas bien modélisés auparavant. C'est que suite à un événement important, les capacités, enfin en tout cas les actuaires se mettent en mouvement pour accélérer sur la modélisation. J'ai mentionné aux États-Unis sur le wildfire, ça a été le cas. Il y a eu d'autres exemples aussi, les tsunamis au Japon suite à 2011 et donc l'événement, enfin le tsunami de l'époque, ils ont fortement augmenté leur capacité de modélisation. Bon, en tout cas, voilà, on a des pistes. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je trouve qu'on a bien tenu le temps. Même en avance. Juste une question, je peux? Oui, bien sûr. Par exemple, là, vous parlez de la grêle. Il y a des normes différentes dans les pays. Est-ce que vous avez pu voir la différence, par exemple, entre l'Allemagne et la France sur l'impact des différences de normes? Je ne sais pas si c'est dans vos scopes d'études, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant à regarder? Alors, sur la grêle, on s'est surtout intéressé sur la taille des grêlons, parce qu'on voyait qu'il y avait une croissance progressive, donc en tendance, et ça au niveau global, mais en Europe. C'est vrai que l'Allemagne, c'est un bon exemple d'un pays qui se met en action. Par contre, on n'a pas du tout pris l'angle en tout cas des systèmes réglementaires locaux. Ça peut être une piste, en effet. En général, quand on sait que le sujet était traité par le GT univers incertain, on ne voulait pas cannibaliser. Mais on ne l'a pas mesuré, on n'a pas fait. Oui. Dans notre GT, on ne va pas dans les chiffres comme bien sûr. On est très complémentaires. Alors, ça n'a pas été fait sur la grêle, mais en tout cas, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y a eu une présentation sur le retrait gonflement des argiles, où c'est un mémoire d'une personne, j'ai oublié le nom, il y avait le webinaire la semaine dernière, je crois, et il parlait de ça, justement, de l'impact du changement réglementaire en France. Il avait fait un modèle de coût, donc ça montre que c'est possible. Après, le problème de la grêle, il y a des difficultés qui sont un peu différentes par rapport au risque RGA. Mais on va se pencher dessus sur le sujet. Merci. Oui, j'ai une question, peut-être pas en rapport avec ce que vous faites. Comment on explique qu'il y ait beaucoup plus de morts à Valence qu'en Floride, alors qu'ils ont eu deux cyclones coup sur coup? Et je ne sais pas du tout si ça rejoint ce que vous avez étudié, mais je me demande pourquoi il y a beaucoup plus de morts en Europe qu'aux États-Unis. Alors, j'ai peut-être pas forcément la réponse exacte, mais il me semble qu'en Espagne, il y a eu un problème de prévention au niveau de l'État. Et il devait y avoir un message d'avertissement à la population. Et l'État, à la dernière minute, a annulé ce message. Et du coup, la population n'a pas été avertie dans les temps de cet événement. Ce qui peut jouer. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne continuation.